Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Le transport scolaire adapté à l'arrêt. Depuis 2 semaines, de nombreux enfants porteurs de handicap sont privés de bus. Les chauffeurs mobilisés devant Martinique Transport dénoncent des retards de paiement. Dans ce journal aussi, une tentative de féminicide jugée devant la cour d'assises de Martinique. Un homme est accusé d'avoir voulu tuer son ex-compagne au Gros Morne. Les faits remontent à avril 2022. Le compte-rendu d'audience dans quelques minutes. Et puis, vous verrez qu'une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie est en visite en Martinique pour 2 jours. Au programme aujourd'hui, le tourisme durable. Le président de CCI France s'est rendu dans 2 hôtels du sud de l'île. La tension monte dans le secteur du transport scolaire adapté. Les rotations sont arrêtées depuis le 23 février. En cause, selon les chauffeurs, des retards de paiement. Ils n'auraient pas reçu leur salaire de février. Accompagnés par quelques parents d'élèves, ils se sont donc mobilisés ce matin au siège de Martinique Transport. Les précisions de Jean-Marc Carteron. Salaire non versé, factures impayées et inquiétude chez les parents d'enfants transportés. Les chauffeurs de transport scolaire adaptés se mobilisent ce lundi. Premiers concernés, ils dénoncent une situation devenue intenable. Certains affirment ne plus pouvoir travailler dans des conditions normales. Donc on n'a toujours pas reçu notre salaire du mois de février. Aujourd'hui, nous, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que, même si ceux qui n'ont pas d'enfants ont des responsabilités, aujourd'hui, on est dans une situation qui est un petit peu triste, je vais dire, parce qu'on n'est pas en mesure de payer nos dettes. Donc, on attend. Aux côtés des chauffeurs, les parents d'élèves. Peggy est la maman de Joshua, 15 ans. Elle habite Sainte-Luce et son fils est scolarisé au lycée de Croix-Rivaille. Une autre maman se dit également préoccupée. Le transport scolaire adapté concerne des enfants qui dépendent souvent entièrement de ce service pour rejoindre leur établissement. Mon fils ne va plus à l'école depuis le 23. On l'a emmené 2-3 fois, mais c'est très compliqué pour nous parce que nous habitons les 3 îlets et puis mon fils est scolarisé au Diamant. C'est une organisation qu'on a mis en place pour que papa puisse faire, puisque moi je travaille en demi-journée. Donc si moi je prends la responsabilité de l'emmener, ça veut dire que j'arrête de travailler. Au cœur du conflit, l'entreprise de transport explique faire face à des difficultés financières liées, selon elle, à des factures toujours en attente de paiement. Une situation qui aurait empêché le versement des salaires du mois de février aux chauffeurs. Nous faisons en fait le transport des enfants en situation de handicap depuis pratiquement 12 ans. On n'a jamais eu de situation difficile. Il y a 6 mois, on n'a pas reçu le paiement de nos factures. Donc, c'est assez compliqué pour nous puisque 6 mois sans être payés, ça reste quand même problématique. Finalement, une délégation de salariés a été reçue par Martinique Transport. Les chauffeurs n'ont obtenu aucune garantie sur le paiement des factures dues, même si ces règlements seraient désormais traités en priorité. Dans l'attente, les salariés disent avoir fait preuve de patience. La reprise du travail n'est donc pas encore annoncée. À la une aussi de l'actualité, les prix des billets d'avion entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer. Le Premier ministre vient de confier une mission au député Giovanni William, analyser les mécanismes qui font grimper les tarifs, surcoûts, algorithmes de fixation des prix, tensions internationales. À terme, le parlementaire devra proposer des pistes pour rendre les liaisons plus accessibles. Les détails face à la caméra de Jean-Marc Carteron. On constate qu'il y a eu vraiment une augmentation ces dernières années qui sont dues à des éléments fluctuants, notamment le coût du kérosène, mais il y a aussi des taxes. Il y a énormément de taxes dans la décomposition d'un billet d'avion. Donc il faut décortiquer tout ça. À mon sens, il y a des éléments à prendre en compte pour obtenir des solutions, notamment sur le plan européen, sous le droit européen, il faut y aller. Et puis sur le plan national également, il faut compiler un certain nombre d'objectifs, parce qu'il y a eu quand même des données, il y a des écrits. En la matière, on ne va pas réinventer le monde, mais par contre, il faut du concret, toujours en ayant des critères de réalité. Il s'agit d'une pratique commerciale qui est légale, certes, et qui vise en fait à faire fluctuer le prix en fonction du taux de remplissage.
Et ce qu'on constate dans nos territoires, c'est qu'il y a un taux de remplissage très important, notamment pour les transatlantiques, et pour autant, ce n'est pas pour autant que les prix baissent. Il suffit d'aller une seule fois sur Internet, vous avez un prix, vous y retournez quelques heures plus tard, le prix aura augmenté. Donc pour nous, il y a une rupture d'égalité devant une certaine justice sociale, parce que nous ne pouvons pas faire autrement que de prendre l'avion pour pouvoir aller notamment en Hexagone. Il est difficile d'aller en Guyane sans prendre l'avion, si ce n'est que impossible. Donc oui, il y a des choses à revoir, des choses sans doute à juguler pour faire en sorte que enfin les prix soient au mieux, qui collent à la réalité. Que s'est-il réellement passé le 17 avril 2022 au Gros Morne? C'est pour élucider cette affaire qu'un homme est jugé devant la cour d'assises depuis ce matin. Il lui est reproché d'avoir tenté de tuer son ex-compagne. La victime présumée a livré sa version des faits à la barre. Le compte-rendu d'audience de Ryan Agnès. C'est le premier jour du procès Labéjoff aux assises de Fort-de-France. L'audience d'aujourd'hui a été marquée par plusieurs expertises importantes. Un expert balistique a notamment été entendu en visioconférence pour analyser l'arme utilisée lors des faits. Une experte en empreinte digitale est également venue détailler les traces retrouvées sur le revolver. Mais le moment le plus fort de cette journée reste le témoignage de l'ancienne compagne de l'accusé, mais également la principale victime dans ce dossier. Très émue à la barre, elle a raconté l'irruption d'un homme cagoulé et armé dans son domicile au petit matin. Premier témoignage technique, celui d'un expert balistique. Selon ses analyses, l'arme utilisée serait un revolver de calibre 44 Remington Magnum, une arme de poing puissante classée en catégorie B. 4 munitions ont été étudiées. 2 étuis retrouvés auraient bien été tirés par cette arme. Au moins 2 tirs auraient été effectués, l'un vers le domicile d'un homme, l'autre en direction d'une autre maison voisine. Un projectile aurait même traversé une porte, une nappe, puis un congélateur avant de terminer sa course sur le carrelage. Une arme particulièrement dangereuse dont la portée maximale peut atteindre 2 km selon l'expert. Autre élément examiné par la cour, les traces retrouvées sur cette arme. Une experte en empreinte digitale explique avoir découvert 2 traces appartenant à l'accusé sur le ruban adhésif qui entourait la crosse de l'arme. Mais le moment le plus marquant de la journée reste le témoignage de l'ancienne compagne de l'accusé. À la barre, la jeune femme raconte l'irruption d'un homme cagoulé dans son domicile au petit matin. Elle affirme avoir été saisie par le cou, puis plaquée contre un mur avec une arme braquée sur la tempe. Parvenant à s'échapper, elle se réfugie chez une voisine et alerte les secours. Très émue devant la cour, elle décrit aujourd'hui encore les séquelles psychologiques de cette nuit, un stress permanent et la peur de croiser un jour à nouveau son agresseur. Cette première journée d'audience dessine le portrait d'une affaire sur fond de rupture et de colère. Le matin des faits, des amis de la victime étaient présents dans la maison, une présence qui a peut-être évité le pire pour la jeune femme de 26 ans. Le procès doit se poursuivre demain, avec l'audition d'autres parties civiles ainsi que de témoins. Et en fin de journée, l'accusé devrait également passer à la barre. On poursuit avec cette nouveauté lancée par le groupe CMA-CGM. Le service maritime baptisé PCRF XL doit permettre une liaison entre l'Europe, l'Amérique et les Antilles françaises avec des délais de transport raccourcis et une logistique renforcée. L'annonce a été faite ce matin à Fort-de-France. Les détails recueillis par Dorian Cahuila. C'est un service qui permet, avec l'ajout d'un navire supplémentaire dans la rotation, avec des navires un peu plus importants, de permettre à la grande distribution, qui est quand même un des gros marchés de la France hexagonale vers les Antilles, d'arriver le lundi ou le mardi et de pouvoir être en rayon dès le mercredi ou le jeudi. Et donc ça facilite effectivement la mise en rayon et donc la consommation. En fait, ça permet cette modernisation du port, des infrastructures, etc., pour pouvoir accueillir des bateaux plus importants et pour pouvoir aussi accueillir une fréquence d'escale plus importante. CMA-CGM a un lien historique avec les Antilles et a décidé, si vous voulez, vu la position géographique qu'elle avait, vu l'augmentation du trafic dans la région, de pouvoir faire son hub de transbordement ici. Ça veut dire une plateforme d'échange de ces containers pour redistribuer dans la région. Rien que cela, ça permet d'augmenter le nombre d'escales par an, le nombre de services par an, et ça permet d'ouvrir pour les opérateurs économiques
des options plus importantes, soit de sourcing dans la sous-région, soit d'exportation dans la sous-région, ou plus loin d'ailleurs. Okay, puisque le maillage fait qu'on va passer de 3 escales aujourd'hui par semaine à demain 6 escales. La Martinique, en tout cas les industriels de la Martinique ne sont pas vierges de relations commerciales avec la zone géographique naturelle Caraïbes-Amérique. Donc ça ouvre des perspectives effectivement de renfort, notamment éventuellement de sourcing sur des matières premières sur la zone. Néanmoins, voilà, nous on est ouvert à une concurrence, je dirais, saine et loyale, mais voilà, c'est des choses qu'il va falloir travailler avec tous les partenaires pour qu'on s'assure en tout cas de la préservation aussi de l'industrie locale. Le tourisme durable au cœur des échanges aujourd'hui. En visite en Martinique pour 2 jours, le président de la Chambre de commerce et d'industrie s'est rendu aux Trois-Îlets ce matin. Objectif, prendre le pouls de l'économie locale et évoquer les enjeux de développement. Un reportage signé Dorian Cayuela. Faire un état des lieux du tourisme en Martinique, c'est l'objectif de cette visite aujourd'hui. Actuellement en déplacement sur le territoire, le président de la CCI France est sur place pour dresser le constat. Je fais une tournée par an, c'est la 3e fois que je viens à la Martinique. Et l'idée c'est quoi? C'est de comprendre ce qui se passe sur les territoires, d'aider à des diagnostics territoriaux et surtout de soutenir mes chambres de commerce et de faire des propositions, puisque chaque fois que je rentre après dans l'Hexagone, j'écris donc au conseiller outre-mer du président de la République, Premier ministre, et aussi au ministre des Outre-mer pour faire part, si vous voulez, d'une note d'étonnement et de propositions. Une démarche saluée par le président de la CCI de Martinique. Pour lui, cette visite est aussi l'occasion d'évoquer la labellisation des entreprises martiniquaises du tourisme. Un levier important pour renforcer l'attractivité et la qualité de l'offre sur le territoire. C'est l'occasion pour nous de mettre en avant ce que la Chambre de commerce et d'industrie fait pour le secteur, notamment en termes de labellisation, destination d'excellence, clé verte, accompagnement des entreprises dans la transition écologique. Parce que nous pensons que les labels peuvent être différenciants et peuvent permettre aux entreprises martiniquaises d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à nos voisins. De plus en plus de visiteurs sont sensibilisés aux problématiques d'environnement et donc le mettre en avant, c'est pour nous important. La délégation a été accueillie par Sébastien Guins au sein de son établissement. Le professionnel de l'hôtellerie a guidé la visite, ponctuée d'échanges autour de problématiques qui touchent le secteur et plus largement l'ensemble de la filière touristique. Alors, les grandes lignes de nos échanges ont été portées sur les problématiques touristiques rencontrées en Martinique, le type de clientèle que l'on reçoit, la façon dont on reçoit les touristes et finalement quelles sont les problématiques. On a évoqué les accompagnements locaux de la CCI, à savoir les accompagnements sur les certifications d'écolabel, toutes les labellisations écologiques. Voilà, pour lesquels la CCI Martinique propose des accompagnements aux professionnels du tourisme et que bien sûr au niveau du cluster Zilea nous encourageons. Des échanges de terrain qui doivent désormais nourrir la réflexion au niveau national pour accompagner plus efficacement le développement du tourisme en Martinique. Tous mobilisés pour prévenir le cancer colorectal. En ce mois de mars bleu, l'ARS Martinique et le GIP Martinique Santé s'engagent à nouveau en faveur de la prévention et du dépistage. On en parle tout de suite avec Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc, je le rappelle, le directeur général de ce GIP Martinique Santé. Et je le disais, ce mois de mars bleu consacré, comme chaque année, au cancer colorectal. En quelques chiffres, que pouvons-nous dire de ce mal ? Ce mal, c'est un mal qui concerne à peu près entre 180 et 200 Martiniquais chaque année, avec, c'est quand même la 3e cause de décès chez l'homme et la 2e chez la femme. C'est les personnes les plus concernées, 60% de ces cancers malheureusement se détectent après 70 ans. Donc quand on a une population qui vieillit, c'est aussi normal qu'on va avoir un peu plus de cancer. Mais aussi il y a une bonne nouvelle, c'est un cancer dont on peut guérir dans 9 cas sur 10. Donc c'est un cancer de bon pronostic, mais il y a quand même un petit bémol, il faut le diagnostiquer tôt, d'où les enjeux du dépistage. Donc dépister tôt pour pouvoir le soigner lorsque ce cancer est pris au tout début, sans qu'il y ait forcément de symptômes encore, j'imagine, on peut effectivement le soigner. En quoi consiste le dépistage ? C'est une invitation qu'on fait à la population âgée entre 50 et 74 ans, hommes et femmes, qui normalement reçoivent chez eux une invitation, mais qui peuvent aussi aller, dès qu'ils sont concernés par ces âges-là, donc 50
À 74 ans, on n'arrête pas avant, on va jusqu'à 74 ans, c'est important. Ils peuvent se rendre en pharmacie, chez leur médecin, ou aussi maintenant les infirmières aussi peuvent aussi prescrire ce test-là. Donc c'est un kit. Voilà un kit, qui peuvent aussi le commander en ligne. Donc ne pas hésiter à se rapprocher de Martinique Santé, mais aussi de la sécurité sociale. Ça aussi c'est important, mais de parler avec le professionnel. On est en pharmacie, on parle également du kit. Donc ça consiste en quoi? Ça fait pas mal du tout. C'est juste piquer dans des selles, mettre dans un petit tube, dans une enveloppe, et si à partir du test, on peut savoir, alors ce qu'on appelle le test ne recherche pas un cancer, c'est important de le dire, ça recherche du sang dans les selles, du sang occulte qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et effectivement, si on trouve ce sang occulte dans les selles, ça ne veut pas non plus dire qu'on a un cancer, ça veut simplement dire qu'on a retrouvé du sang, donc on va chercher pourquoi, donc on fait une coloscopie. Donc ce n'est pas juste un acte qui fait mal, c'est juste un petit dépistage, mais qui peut sauver des vies. Donc on peut faire à la maison et ensuite on envoie On fait à la maison. C'est ça, oui, évidemment. Ce dépistage, comment on explique qu'il ne soit pas plus répandu? Pourquoi cette réticence encore de la population? Alors il y a plusieurs phénomènes qui sont sociologiques. En Martinique, on est à 19,5% de la population concernée qui se dépiste. C'est vraiment pas bon. On est vraiment en dessous du seuil européen qui est de 45% pour la recommandation. Il y a plusieurs leviers d'amélioration. On peut peut-être déjà porter l'information sur le fait que ce dépistage sauve des vies. C'est un cancer dont on peut guérir, je le répète, dans 9 cas sur 10, donc 90% de ces cancers-là peuvent être guéris. Et donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Et puis ça permet aussi de s'intéresser d'une manière aussi à sa santé. Je rappelle qu'en Martinique, on a une mortalité plus importante. On est à 63% de survie après 5 ans en France hexagonale. Malheureusement, on perd 10% ici, on est à 53%. Donc d'où le fait d'accélérer, d'insister sur l'intérêt de diagnostiquer précocement ce cancer. C'est un cancer qui peut être soigné localement, chez nous directement, ou alors il faut partir? Absolument. C'est un cancer qui peut être soigné localement et davantage, quand on le prend tôt, les traitements sont beaucoup moins longs, moins compliqués. Et donc, il y a vraiment un intérêt à aller vers le dépistage. Un dernier mot, Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Il y a un rendez-vous important demain pour le GIP Martinique Santé. C'est la 4e édition des Carrefours français d'Amérique d'initiative et d'innovation en cancérologie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une revue qu'on fait généralement tous les 2 ans avec nos voisins de la Guyane, de la Guadeloupe. On fait le point sur tout ce qui s'est passé en termes d'innovation, en termes également d'initiatives. On essaie de grandir ensemble. On a chaque année de nouvelles initiatives, pas uniquement à Martinique, mais également à partager. Et puis on a un invité d'honneur qui est le docteur Jérôme Villiers, qui a été DG-DRS à Martinique et est actuellement le conseiller du président de l'Institut national du cancer. Donc le public est invité, les professionnels également. Ça se passe demain sur 2 jours. C'est ça, sur 2 jours. Voilà, demain, mais aussi mercredi, ça se passe à l'aérogare. N'hésitez pas à venir, de toute façon, ils peuvent garer dans le parking. Très pratique, et un ticket vous sera donné pour la sortie. Donc c'est l'occasion de tout faire le point, où on en est, quelle initiative, quelle innovation, et puis ensemble de grandir dans la zone Caraïbe. C'est ça, merci beaucoup. Rendez-vous donc demain à partir de 9h à l'aérogare. Merci Guy-Albert Ruffin-Duhamel d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de Mars Bleu. Place à l'actualité sportive maintenant. Le tennis club du Vauclin a été inauguré ce week-end. En plus de la réouverture des installations existantes, de nouveaux cours flambant neufs ont été dévoilés. Un événement très attendu par la population. Il faut dire que le club avait disparu du paysage sportif vauclinois depuis 40 ans. Les réactions face à la caméra de Dorian Cahuila. Très belle initiative pour mes enfants, pour mon fils déjà, qui rêve de faire du tennis depuis un petit moment. Et puis pour la ville, en fait, ça nous évite en fait, d'aller dans les villes alentours pour en faire. Donc non, très belle initiative qui j'espère va pouvoir un peu plus dynamiser le Vauclin. Content de venir, très content de découvrir, surtout que c'est pas très loin de la maison. Donc pour lui, c'est vraiment, il a hâte de commencer en fait. Donc voilà, en plus de tout ce qu'il fait sur le Vauclin, il a hâte de commencer les cours. Je voulais surtout expliquer que le tennis, il faut qu'on arrête avec ça. Le tennis, ce n'est pas un sport de riches. D'accord? Déjà, au Vauclin, le tennis, les cours sont ouverts à tout le monde. Grand, petit, jeune, quelle que soit la classe sociale. Chez nous, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de ceci. On joue, on vient jouer au tennis. Alors, avec la licence comprise, on est à 240 € à peu près l'année. Licence comprise, ça veut dire que quand vous avez la licence, elle est obligatoire, c'est l'assurance
pour accéder aux cours. Si vous n'avez pas de licence, je ne peux pas permettre que les gens jouent. Déjà, l'objectif de la construction, c'était de pouvoir élargir l'offre sportive du Vauclin, de manière à ce que tout le monde puisse avoir voilà, quelque chose qui leur convienne, qui leur corresponde. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des pratiques différentes et que chacun puisse choisir ce qui lui plaît et la manière dont il va s'épanouir dans la pratique de son sport. Donc ça a été l'idée, la raison pour laquelle nous avons imaginé créer ces cours de tennis. Ce sont des cours en fait, qui sont sur l'emplacement d'anciens cours de tennis qui n'existent plus depuis une quarantaine d'années à peu près. Donc on a voulu relancer la pratique du tennis. Sport toujours, le week-end a été marqué par la victoire en cyclisme de Kylian Baucher du VCD au Grand Prix de l'UCS hier. Nous ferons également le point sur les résultats en football, handball et basketball avec les suites des championnats. Et puis en volleyball féminin, le dernier carré des playoffs est connu. Les précisions de Karil Chassol et Marc Michel. En cyclisme, 112 km étaient au menu de la 11e édition du Grand Prix de l'UCS hier sur le circuit du Saint-Esprit. Et c'est Kylian Baucher du VCD qui s'impose au sommet de Morne-la-Valeur devant Marlon David Garzon Herrera de la PP. Edwin Nebul du VCF complète le podium. Il est à 14 secondes du vainqueur. Sport collectif en football à l'occasion de la 17e journée du championnat de Régional 1, le CO Trinel recevait le RC Saint-Joseph. Un match très équilibré qui s'est décanté en toute fin de rencontre. À la dernière minute, suite à une action individuelle, Guillaume Aron ouvre le score pour les Feuillalais. Et si certains pensent que le RC Saint-Joseph va connaître sa première défaite de la saison, il n'en est rien. Sur l'engagement, suite à une belle action collective, le centre d'André Couépernier est repris par Kiran Gracien. Un but partout, c'est le score final. Belle opération pour le club franciscain, vainqueur du Golden Lion. Score nul et vierge entre l'Émulation et le club colonial. Victoire du club péléen, nul entre l'Inter de Sainte-Anne et l'Espoir. Enfin, le Golden Star a battu l'US Robert. Au classement, les franciscains sont leaders avec 4 points d'avance sur le RC Saint-Joseph qui a tout de même un match en retard. Le club colonial complète le podium et devance la Samaritaine. En bas de tableau, on retrouve l'US Robert, l'Émulation et l'Aiglon du Lamentin. En handball masculin, dans le cadre de la 16e journée du championnat de pré-national, l'Espoir de Floréal et la Gauloise s'affrontaient. Une rencontre équilibrée qui a tourné à l'avantage des Feuillalais qui s'imposent d'un but. Le choc entre le Club Sport et l'UJ Redoute est revenu à ce dernier. Victoire aussi du FR Roche-Carré et du Réveil Sportif. Le classement est dominé par l'USC Citron qui a 3 points d'avance sur l'UJ Redoute et 7 sur le Club Sport. Le FR Roche-Carré est au pied du podium. A contrario, l'Étoile de Gondou et Dillon Doubout sont dans la zone de relégation. Chez les femmes, le choc de la 16e journée est revenu à l'Arsenal qui a disposé de l'entente Meg 28-13. Victoire aussi du Réveil Sportif, de l'UJ Redoute, du Phoenix Franciscain et de l'AS Rapid Club. Les Roubertines sont leaders avec 1 point d'avance sur l'entente Meg et 3 sur les Goumornaises. L'UJ Redoute et le Phoenix Franciscain suivent, tandis que le HBC Pilotin et le SC Lamantinois ferment la marche. En basket masculin, dans le cadre de la 13e journée du championnat de pré-national, on avait droit à une opposition entre le Golden Star et l'Intrépide. Après un début de rencontre plutôt équilibré, les Étoiles d'Or haussent le ton et se détachent inexorablement. Les hommes de Steve Souchette s'imposent sur le score de 82-59. Lussac, le Golden Lion et le Rebond Piloté se sont également imposés. Le Golden Star est leader du championnat devant Lussac, le Golden Lion et le Rebond Pilotin. L'Intrépide et l'AS Black Star ferment la marche. Chez les femmes, la 16e journée du championnat de pré-national a vu la victoire de l'Éclair et la surprise est venue de la défaite de l'ASC Aigle Noir battue par le 24. Victoire aussi pour le Golden Star, la Gauloise et l'AS Black Star. Au classement, les Saléennes ont 1 point d'avance sur les Goumornaises. Le 24 et le Golden Star sont à la lutte pour la 4e place. L'Arsenal et l'Aiglon referment ce classement de pré-national. En volleyball féminin, les quarts de finale, retour des playoffs ont confirmé les scores obtenus à l'aller. Le RC Arlésien, le Good Luck, l'Empire et le Rayon se sont à nouveau imposés et qualifiés pour les demi-finales. Dans l'une d'entre elles, on aura droit à un derby arlésien et l'autre opposera le Good Luck à l'Empire. Chez les hommes, la 17e journée du championnat a vu la victoire du RC Arlésien, du RC Rivière-Pilote et de l'Empire. Au classement, le MUC mène la danse devant le RCA et le RC Rivière-Pilote.
On retrouve Team Pulse et l'Empire en bas de tableau. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial La Galeria de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Le transport scolaire adapté à l'arrêt. Depuis 2 semaines, les enfants porteurs de handicap sont privés de bus. Les chauffeurs mobilisés devant Martinique Transport dénoncent des retards de paiement. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.